D'accord. Alors, la première chose que je dois préciser, c'est donc ce que je vais parler ne correspond pas tout à fait au titre. Oh. Oui. Et donc, c'est vrai qu'en tant que, comment dire, comme donc écrit historique, c'est vrai que le Genji Monogatari, le roman de Genji, a vraiment des dimensions multiples. Ça s'est développé dans beaucoup de domaines, débordant vraiment de la seul domaine de la littérature. Mais aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur la question de la littérature et justement, donc, comme François Massé a signalé, que du point de vue de la langue, le Kojiki est quelque chose de vraiment important. Et donc, ça a donc, comment dire, un texte fondateur. Et c'est donc ce que je vais parler, c'est vraiment lié à la question de la langue. Le langage littéraire. Alors, je vais commencer. Au début du XIe siècle, sur le pinceau d'une dame de cour appelée Murasaki Shikibu est née une œuvre qu'on appelle Genji Monogatari, le roman de Genji. Vous la connaissez peut-être sous le titre dit de Genji, dans sa traduction par René Schiffer. Le Japon vit à cette époque une double culture linguistique, chinoise et japonaise. Le chinois était la langue de l'écrit par excellence, celle qu'adoptaient nécessairement les textes faisant autorité et qui triomphaient dans la sphère publique. Quant au japonais, cette langue était enfin parvenue à se doter, un siècle avant le roman de Genji, d'un système d'écriture permettant de transcrire aisément la langue autochtone. Cette nouvelle étape dans le développement de l'écriture japonaise est marquée par la compilation au début du Xe siècle d'une première anthologie impériale de poésie en japonais qui a pour titre le recueil de poèmes anciens et nouveaux, Kokinwa Kashu. Il s'agit du premier recueil officiel de poésie japonaise qu'on appelle waka. Cette forme poétique en langue japonaise jouissait d'un statut privilégié aux côtés des textes en chinois depuis l'époque antique, mais la situation était tout autre avec la prose japonaise. Le roman de Genji rattrape avec un siècle de retard ce décalage. La qualité de l'œuvre est reconnue dès l'époque de sa rédaction, ce qui était une situation peu ordinaire, étant donné le peu d'égards dont faisaient l'objet les fictions en langue vernaculaire. On les considérait généralement juste bonnes pour les femmes et les enfants. Mais la vraie consécration de cette œuvre vient de Fujiwara no Shunzei, qui est un grand poète et théoricien dans l'histoire littéraire japonaise, qui s'est éteint au début du XIIIe siècle. C'est lui qui accorde sans ambiguïté le statut de texte fondateur à ce roman. En 1192, environ un siècle après la rédaction de ce roman, Shunzei joue le rôle d'arbitre dans un concours de waka de grande envergure exécuté en 600 manches. Comme dans tous les autres concours poétiques, les poèmes des deux équipes opposées, celles de la gauche et celles de la droite, sont appariés et comparés les uns après les autres. Dans une des manches, Shunzei réagit avec violence à une critique portée contre un poème. Un poète a trouvé maladroit l'emploi d'une expression synonyme de cimetière, land aux plantes sauvages, Kusanohara. Or, il se trouvait que cette expression avait été tirée du roman de Genji et qu'on l'a rencontrée dans le livre Le banquet sur les fleurs, Hana no En. Voici ce que dit Shunzei. Le passage du poème de gauche. Où pourrait-on retrouver dans cette lande aux plantes sauvages est beau. Je trouve vraiment facile que le défenseur de la partie de droite trouve fautif l'emploi de ce mot. Murasaki Shikibu excelle dans la prose plus que dans la composition du waka. De plus,
le livre Le banquet sous les fleurs est tout particulièrement beau. Il est regrettable qu'il y ait des poètes qui ne lisent pas le Genji. Notons tout d'abord que la poétique de Waka est singulièrement focalisée sur le choix des mots. C'est cette attitude langagière qui sous-tend le débat. En effet, sauf dans certaines catégories particulières de poèmes, les mots d'origine chinoise, qu'on appelle kango, ainsi que tous les termes jugés trop quotidiens ou manquant de grâce, comme par exemple le mot bashoba, qui signifie feuille de bananier, sont exclus du vocabulaire du Waka. La beauté poétique est évaluée d'abord sur la base du vocabulaire utilisé dans un poème. C'est dans ce contexte que l'emploi de l'expression plus courante, land aux plantes sauvages, Ksanohara, a été discuté lors du concours de poèmes en 600 manches. Un détail dans le propos de Shunzé attire notre attention. En prenant la défense d'un mot tiré de ce roman, Shunzé insiste sur l'excellente qualité de la prose du roman du Genji. Or, il se trouve que le terme en question apparaît dans un poème composé par un personnage du roman et ce n'est donc pas tiré de la partie en prose. Shunzé se saisit de l'occasion pour faire légitimer l'œuvre dans son ensemble, y compris les poèmes, mais tout particulièrement la prose de ce roman, comme une référence incontournable en matière de la composition poétique. L'initiative de Shunzé est relayée par Nijō Yoshimoto, un personnage du XIVe siècle qui fut le premier contributeur pour le développement d'un nouveau genre poétique, la poésie ancienne, qu'on appelle le lenga. Celui-ci s'épanouira durant la période médiévale, c'est-à-dire entre le XIVe et le XVIe siècle, c'est-à-dire la période de développement de lenga. Une séance de lenga est réalisée collectivement. Tour à tour, où chacun des participants improvise un vers qui s'enchaîne aux vers venant d'être présentés et acceptés et s'ajoute à la chaîne ainsi constituée. C'est une poésie entièrement consacrée à la représentation de la diversité du monde et qui, à ce titre, privilégie une progression variée et mouvementée. Le dispositif d'enchaînement de deux vers consécutifs apparaît comme élément clé dans cette conception poétique. On appelle ce dispositif yoriai, c'est-à-dire association codée, ce qui motive et justifie l'enchaînement de deux vers. On trouve dans un traité de Yoshimoto une remarque intéressante sur ce sujet. Dans ce traité qu'il a rédigé en 1376, à l'intention d'un disciple, cet homme extrêmement cultivé et qui occupait la plus haute fonction à la cour relate avec nostalgie son activité littéraire passée. Environ 10 ans plus tôt, c'est-à-dire environ 150 ans après la remarque de Shunzé que nous avons citée précédemment, Yoshimoto et son entourage avaient sélectionné dans une atmosphère d'effervescence les expressions qu'on pouvait utiliser dans cette nouvelle poésie qui était alors le lenga, une forme plus libre que la poésie japonaise orthodoxe dans le choix des mots. Yoshimoto précise qu'il a sélectionné dans les classiques chinois les mots pouvant servir comme yoriai, c'est-à-dire comme association codée dans le lenga. Les ouvrages qu'il cite sont les odes Shijing, Shikyo en japonais, l'anthologie Wenxuan, Monzen Bunsen en japonais, les poèmes tant des trois formes anthologie communément appelée au Japon Santai Toshi, qui a été compilé dans la période de Song. Il dit avoir cherché jusque dans des poèmes des Song et il a communiqué la liste ainsi établie aux membres de cercles poétiques constitués autour de lui. Puis il continue. Nous travaillâmes jour et nuit
pour extraire bien évidemment des yoriai de recueil des millefeuilles. Mayoshu, la plus ancienne anthologie de waka, couvrant les 7e et 8e siècles, dont oui, François Massé a parlé, du roman de Genji et des manuels de waka qui se sont transmis de génération en génération. Notons que parmi les ouvrages cités par Yoshimoto, seul le roman de Genji est un texte en prose vernaculaire. Tous les autres ouvrages sont soit de grands classiques chinois, soit des recueils de poésie japonaise. On voit ici l'importance exceptionnelle que ce roman avait acquis dans le domaine de la poésie japonaise. Mais Yoshimoto va encore plus loin. Voici ce qu'il dit. Le vocabulaire des recueils de 3 règnes, dont le premier est le recueil des poèmes anciens et nouveaux, Kokinshu, me paraît manquer de force. Naetario. Le yoriai de Genji sont de première importance. Donc cette remarque doit être nuancée et doit être remise dans le contexte spécifique où se trouvait le Renga qui était alors à la recherche d'une nouvelle poétique. En effet, la première anthologie officielle de waka n'a cessé au cours des siècles d'être considérée comme le texte canonique par excellence pour la composition poétique. Ainsi, les savants des XVIIIe et XIXe siècles qui ont réalisé des recherches linguistiques très poussées considéraient toujours encore ce recueil comme un corpus essentiel pour les études. Tous les exemples, donc, ils tiraient de ce premier recueil, et s'ils ne trouvaient pas, ils cherchaient dans les autres recueils, donc ces 3 recueils, et voilà, donc c'était comme ça. Et puis, ce seul fait prouve combien la poésie dominait la pensée sur le langage au Japon ancien. Cela dit, étant donné la place prépondérante de cette nouvelle poésie qui était la poésie en chaîne Renga tout au long de la période médiévale, la remarque de Yoshimoto mérite une attention particulière. En effet, Yoshimoto met le roman de Genji au-dessus de la première anthologie officielle qui était considérée comme le canon des canons et qui était, comme nous l'avons signalé, le premier texte qui avait hissé la langue vernaculaire, écrite à un rang équivalent de celui de la langue chinoise écrite. Revenons à l'apport de ce roman pour le développement de cette nouvelle poésie qui était la poésie en chaîne. Dans la poésie en chaîne, on désigne les mots empruntés au texte de roman de Genji par le terme Genji Yoriai, c'est-à-dire association codée tirée de roman de Genji. Et on s'en servait comme d'un dispositif permettant de structurer la progression de la séance. J'ai donné un exemple parce que je n'ai pas le temps d'expliquer, c'est dans la liste, j'ai donné un exemple. Un genre poétique issu de Renga qu'on appelle le Haikai Renga libre, qui devient dominante au cours du XVIIe siècle, reprend ces associations codées. Cette évolution qu'on peut qualifier d'institutionnalisation du roman de Genji fut à l'origine des études, des commentaires portant sur cette œuvre. Ce type de travaux débute dans le premier quart du XIIIe siècle, juste après la première remarque prononcée par Shunzei que nous avons citée. Comme on composait désormais des poèmes en s'inspirant de poèmes ou de passages de ce roman, on avait besoin d'acquérir une connaissance minimale de cet ouvrage très long, composé de 54 livres où apparaissaient de nombreux personnages. Les travaux de commentaires prennent de l'ampleur au cours de la période médiévale et cette activité sera reprise par les maîtres de Haikai du XVIIe siècle. Lorsque cette forme poétique se répandra massivement dans les milieux citadins
et s'affranchit des cercles restaurants des élites lettrées qui étaient composées principalement jusqu'alors de nobles et de guerriers de haut rang. Voici donc brièvement résumé la contribution qui fut celle du roman de Genji à la poésie en langue japonaise. Il s'agit donc de la contribution apportée par un roman à un genre autre que romanesque, en l'occurrence la poésie. On pourrait examiner sa contribution au genre romanesque en s'interrogeant sur l'influence exercée par le roman de Genji sur les romans des époques ultérieures. Mais ici, j'aimerais examiner la question du texte fondateur, non pas dans son rapport avec un genre littéraire auquel il n'appartient pas, ni non plus un rapport avec d'autres textes appartenant au même genre romanesque, mais de l'intérieur, dans l'œuvre elle-même. Et de nouveau, la question se pose en termes de rapport entre la poésie et la prose, mais cette fois-ci, elle ne se limite pas au seul domaine des textes en langue japonaise, ce qu'on appelle le wabun. Débordant de ce domaine, la question porte également sur le rapport du roman de Genji avec les textes en langue chinoise ou kanbun. Quelle distance entretiennent les textes en langue japonaise avec les textes en chinois? C'est d'une manière générale un point crucial pour les textes japonais anciens dans leur ensemble, car ce point est traversé par une tension fondamentale qui les travaille et qui les structure. L'interrogation porte sur différents niveaux, mais nous allons nous concentrer ici sur ce qui structure de l'intérieur l'écriture du roman du Genji. Du point de vue narratif, cette œuvre est caractérisée par un double aspect, long récit qui est construit autour d'un personnage principal, le prince Genji, et de ses descendants, d'une part, est un ensemble d'épisodes relativement indépendants dont l'aspect fragmentaire est renforcé par sa facture en 54 livres, physiquement détachés les uns des autres. Ça se présente un peu... Le bleu, c'est un peu comme celui-ci, mais plus petit, un carré. Voilà, j'aurais dû apporter. Et puis... ah oui. Excusez-moi, cette vision fragmentaire du roman privilégie des personnages féminins qui sont associés à certains livres. Et la discussion concernant le sujet de ce roman oscille entre ces deux compréhensions liées chacune à l'une ou l'autre de ces deux visions. La première soutient que le roman de Genji est avant tout le récit de la vie d'un prince. Écarté de pouvoir au départ, il atteint la gloire, puis disparaît du monde dans une atmosphère de profonde mélancolie. La seconde soutient qu'il s'agit surtout de l'histoire des femmes que le Genji a connues, de leur déception et de leur sentiment d'impuissance face à leur destin présenté sous forme de vision fragmentaire. Selon la première vision, nous avons à faire avec le roman de Genji à une narration continue et unifiée. Pour la seconde, le roman de Genji est au contraire un tissu de narration fragmentaire. Je schématise un tout petit peu. Les amateurs de ce roman campent d'un côté ou de l'autre. Au niveau des spécialistes, la discussion sur le personnage principal n'est pas tranchée non plus, alors que certains soutiennent que le Genji est le véritable héros du roman, d'autres considèrent que ce sont les femmes qui sont au centre de ce texte. Pour ma part, je considère que la spécificité de ce roman provient sans doute de l'association de ces deux démarches narratives très contrastées. On me dira qu'il y a beaucoup de récits à un personnage principal qui construisent leur narration avec une constellation de personnages secondaires. Et on me demandera où est la particularité du roman de Genji. Je dirais
que dans les récits ordinaires, les places des personnages sont hiérarchisées par rapport au personnage principal ou des personnages principaux. Dans le cas de ce roman, deux approches narratives s'associent avec une force égale. Et ce qui me paraît important est que la narration fragmentaire puise sa source dans la poésie japonaise, dont la forme canonique est le waka, ou le tanka, poème court en 31 syllabes, qui est donc caractérisé par une forme très courte. Quant à la seconde démarche narrative, celle d'une narration continue, longue et cohérente, elle s'inspire des textes historiques chinois ou des textes écrits en chinois par les Japonais, me semble-t-il. Regardons d'abord l'aspect fragmentaire, fortement influencé par l'écriture poétique japonaise. Nous savons depuis longtemps que la poésie japonaise a joué un rôle important dans ce roman. La partie en prose est tissée de citations de poèmes célèbres. Les personnages du roman composent des poèmes pour exprimer leurs sentiments les plus profonds et les plus intimes. On signale également qu'un certain nombre de livres sont inspirés de poèmes connus et ils sont structurés par des motifs poétiques qui ont rendu ces poèmes inoubliables. On peut ainsi considérer certains des épisodes comme un développement narratif des poèmes. Ce dernier point me semble le plus important quand on réfléchit sur la jeunesse de l'œuvre. Pour donner une idée de son importance, regardons l'organisation de deux livres. Le découpage de ces livres est quelque peu étrange. Et à mon avis, on n'en comprend pas la raison si on ne reconnaît pas aux poèmes le rôle important qu'ils ont joué dans la formation narrative de ce roman. Il s'agit du livre 2 qui a pour titre « Arbre mirage » ou « Arbre balai » dans la traduction de René Schiffer et Hahakigi en japonais, d'une part, et le livre 3 « La mute de la cigale » en japonais, Utsemi. Un peu plus de la moitié du livre 2 est consacré à une discussion entre deux jeunes nobles lors d'une nuit de pluie. Le reste du livre est consacré au récit d'une aventure de prince Genji avec une femme mariée de la classe moyenne. Cette partie constitue une mise en pratique de ce que le prince a entendu au cours de la discussion qui a été consacrée principalement à la qualité des femmes. Un lien existe donc entre les deux parties du livre 2. Le livre 3 est la suite de l'aventure du Genji avec cette femme. Comparé à un arbre légendaire, l'arbre mirage qu'on peut voir de loin, mais qui disparaît quand on s'en approche. Ce mot d'arbre mirage, Hahakigi, apparaît comme le motif directeur des poèmes échangés entre la femme et le prince qui sont placés presque à la fin du livre 2. Le mot est connu grâce à un poème célèbre et l'échange poétique entre le Genji et la femme s'appuie sur ce poème. Le livre 3 continue cet épisode, mais débute d'une manière abrupte et se termine par une reprise d'un poème connu, attribué faussement à une poétesse célèbre ici. Je remercie à ce propos la doctorante mademoiselle Maria Elena Raffi qui travaille sur cette poétesse et le roman de Genji. Elle m'a donné des explications claires sur l'attribution controversée de ce poème. Et l'expression poétique « la mue de la cigale » utilisée dans ce poème symbolise dans la trame narrative la robe que la dame laisse derrière elle quand elle s'enfuit pour ne pas rencontrer le prince une deuxième fois. Le terme « mue de la cigale » est devenu le nom
par lequel on désigne ce personnage féminin et l'auteur l'utilise au cours du roman pour l'identifier. On remarque aussi que les deux termes poétiques Hahakigi, arbre mirage, et Utsemi, mieux de la cigale, sont devenus les titres respectifs des livres 2 et 3. Qui a alors donné les titres aux livres, l'auteur ou les lecteurs ultérieurs? C'est une autre discussion qui a fait couler beaucoup d'encre. Je n'ai pas le temps pour en discuter maintenant, mais pour ma part, je considère que c'est l'auteur qui a choisi les titres. En tout cas, le découpage de l'épisode relatif à la mute de la cigale, Utsemi, qui chevauche les deux livres, est curieux, d'autant plus que le livre 3 est très court et qu'on peut valablement se demander pourquoi l'auteur a scindé l'épisode en deux parties et qui fait commencer donc un livre 3 d'une manière très abrupte. Mais quand on considère cette organisation en tenant compte de l'importance de la poésie japonaise, on peut supposer que l'auteur a choisi ce découpage narratif pour mettre en relief les derniers poèmes dans chacun de ses livres afin qu'il structure les épisodes. Le temps est limité et je vais parler très rapidement du dernier élément, le rôle joué dans le roman par les textes en chinois. Cette piste est indiquée directement par l'auteur lui-même. En effet, Murasaki Shikibu mentionne à deux reprises les chroniques de Japon, Nihongi, dont donc François a parlé. Dans le premier cas, ce terme désigne les chroniques de Japon, donc Nihon Shoki, ou bien qui a d'autres noms, le texte le plus ancien et le plus célèbre sur l'histoire du Japon, rédigé en chinois. Dans le second cas, le titre renvoie à l'ensemble des 6 chroniques historiques officielles qui comprend, outre le Nihon Shoki, les 5 autres qui ont suivi le premier et sont tous rédigés en chinois. Mais cette différence n'a pas d'incidence pour notre discussion. Le titre apparaît d'une part dans Murasaki Shikibu Nikki, traduit sur le titre du journal, donc c'est donc l'auteur c'est donc considéré comme fragment de mémoire ou bien procès-verbal des cérémonies. C'est un texte assez hétéroclite. Donc la citation. Un jour que l'empereur se faisait lire le dit du Genji, il s'est écrié: cette femme a dû lire les chroniques du Japon. Elle me paraît posséder un grand savoir, en vérité. Or, une dame qui n'aime pas Murasaki Shikibu raconte dans le palais cette anecdote en qualifiant l'auteur du roman de Genji de femme savante, ce qui lui a valu le surnom de Madame Chronique du Japon. Ce titre Nihongi apparaît aussi dans un livre de roman lui-même, Luciole, Hotaru, qui est très célèbre à cause d'une discussion échangée entre le Genji et sa fille adoptive sur les romans. Voici la parole du Genji qui a vu que sa moquerie sur les récits de fiction avait offusqué la jeune fille. Mes critiques, à dire vrai, n'étaient point pertinentes. Ces récits, en effet, nous conservent le souvenir des choses de ce monde, du village des dieux. Les chroniques de l'Empire n'en présentent qu'un aspect. Dans ceux-là, c'est-à-dire des contes, dans ceux-là, par contre, des monogatari, nous trouvons, je pense, des précisions sur leurs causes profondes, dit-il, en rien. Quand même, il dit ça en rien. Donc, ces deux passages sont psychologiquement assez complexes et les spécialistes rivalisent de finesse dans leur lecture. Pour ma part, ces deux passages, la citation d'une remarque franchement laudative de l'empereur à l'égard du roman de Genji, qu'il compare aux chroniques du Japon, et la remarque très positive sur la valeur des fictions mises dans la bouche de Prince me laisse penser que pour la rédaction de ce roman,
Murasaki Shikibu avait en tête deux modèles. Il s'agit d'une part la poésie en langue japonaise avec laquelle elle était très familière, dont elle savait bien se servir, comme le montre l'exemple des deux livres, le waka. D'autre part, les allusions au texte historique laissent penser qu'elle avait l'ambition de hisser les romans, du moins son roman, au statut dont dû hisser les textes historiques en chinois. En tout cas, pour réaliser un grand roman, c'est-à-dire une longue histoire, elle ne disposait que ces modèles-là. Le seul roman long qui précède le roman du Genji et le roman de la caverne, c'est-à-dire écrit en wabun, en langue vernaculaire, datant de la fin du Xe siècle. Or, ce roman se caractérise par une organisation chaotique et ne sort pas entièrement du monde des récits merveilleux. Si on peut qualifier le roman de Genji de texte fondateur, il me semble que c'est avant tout au titre d'une aventure matière d'écriture. Pour écrire son roman, Murasaki Shikibu a mobilisé toutes les ressources que son époque lui offrait. C'est un peu comme le cas de Kojiki. Et elle est allée jusqu'à la limite de la possibilité de langage de son époque en réunissant dans une œuvre ces deux approches narratives contrastées pour conférer de la profondeur et de l'éclat à l'expression des sentiments, tout en construisant une perspective diégétique puissante et cohérente. Merci beaucoup. D'abord, je remercie Sumi-san de cette merveilleuse communication qui est vraiment au cœur de la question, qui montre bien que le Genji est texte fondateur parce qu'il se fonde aussi sur d'autres textes et qu'il remanie. Cette idée du... Oui, c'est un peu un boitement, oui. Cette idée de la prose même comme un développement de kotobagaki, de poème en quelque sorte, c'est aussi... Et ce qui est le point commun entre tout cela, entre le Nihon Shoki, le Kojiki et le Genji, ce sont les waka en quelque sorte. Il faudrait voir aussi la puissance fondatrice du waka. Mais alors peut-être, si, je ne sais pas si François... Enfin, une remarque, puisque quand le Kojiki a été redécouvert, donc, oui. Enfin, disons qu'on lui a voulu donner l'importance qu'il a acquis par la suite, c'est Motoru Norinaga, qui était aussi un grand lecteur du Genji. Oui, c'est vrai. Oui. Et dans la façon dont Motoori a essayé de rehausser la prose du Kojiki, il y a beaucoup d'emprunts à la langue du Genji. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, le cas de Genji, c'est un peu différent de Kojiki. Genji était déjà très... Donc c'était déjà le texte fondateur, considéré comme le texte fondateur. Donc il y avait des abrégés, etc. Il y avait beaucoup de choses qui ont été faites, mais justement, Motoori Norinaga apportait une autre vision, mais à travers vraiment insistance sur le wabun, la langue vernaculaire. Ça, c'est vrai, oui.